Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette conférence intitulée État et grands enjeux de l'industrie du veau en France qui vous est présentée dans le cadre de l'atelier conjoint des producteurs de veaux de lait et de veaux de grains du Québec. La conférence nous sera présentée de Paris par M. Maximin Bonnet et Mme Ilona Blanquet de l'Institut de l'élevage IDEL en France. IDEL est un institut technique financé par les éleveurs. 300 personnes y travaillent sur la production de lait et de viande des ruminants et tous les aspects autour, comme la qualité des aliments produits, les conditions de travail, l'environnement et le bien-être animal. M. Maximin Bonnet est ingénieur agronome et docteur en économie rurale. Il assure l'analyse de conjoncture des bovins viande, plus particulièrement les broutards et les veaux, et il conduit des études sur l'analyse de la filière viande bovine. Sa thèse portait sur le développement de la filière bovine allaitante sur l'île de la Réunion. Il a rejoint en octobre 2022 le service économie des filières de l'IDEL. Madame Ilona Blanquet est ingénieure agronome spécialisée en économie agricole. Elle suit la conjoncture française et européenne de la filière veau et du broutard. Auparavant, Madame Blanquet a été responsable durant 5 ans de la commission export de l'interprofession française du bétail et des viandes interbeves et a facilité les négociations sanitaires pour ouvrir plusieurs pays tiers aux produits français. Leur présentation porte sur les aspects fondamentaux de la production de viande de veau en France et aux Pays-Bas, ainsi que les grands enjeux économiques de la filière française. Avant de débuter, veuillez prendre note que cette présentation est enregistrée pour fin de visionnement asynchrone sur la page YouTube Les producteurs de bovins du Québec. La formule retenue est celle d'un webinaire. Vos caméras et vos micros sont fermés. Pour poser des questions, vous utilisez à votre convenance le module de discussion ou de chat au bas de votre écran ou bien le module de questions et réponses. Vos questions seront notées et les panélistes y répondront à différents moments spécifiques durant leur présentation. Pour les gens dans la salle, nous vous demandons d'utiliser le micro lorsque vous aurez des questions. La présentation devrait durer environ 60 minutes et les périodes de questions devraient totaliser une trentaine de minutes. Bonne conférence. Maximin, la parole est à toi. Bonjour à tous, merci pour cette introduction. Donc, Maxime Bonnet, donc Institut de l'élevage. Bon, j'ai déjà été présenté, donc je ne vais pas le refaire. Juste un petit propos rapide sur ce que c'est que l'Institut de l'élevage. Donc, c'est ce qu'on appelle un institut technique. Il existe en France des instituts techniques pour toutes les filières agricoles. On fait principalement ce qu'on pourrait appeler de la recherche appliquée et du transfert de recherche vers les agriculteurs. Et donc, l'Institut de l'élevage est spécialisé sur les filières de ruminants, donc bovins, caprins et ovins, viande et lait, et puis aussi sur les chevaux qui sont rattachés à ces filières-là. On est à peu près 300 employés et puis on travaille sur tout ce qui est les aspects de production de viande et de lait, donc comment améliorer ces productions, le côté environnement et bien-être animal, et puis un volet aussi économie, bien-être au travail, approche sociale du travail, renouvellement des générations d'éleveurs, tout ce qui touche en fait à ces filières de production. Et donc ma collègue Ilona et moi-même, nous sommes au sein du service économie des filières, au sein du département économie générale, et on travaille plus particulièrement sur le veau et le broutard. Donc quelques points sur la filière veau en Europe. Donc, en Europe, on produit à peu près, en 2022, un peu plus de 4 millions de veaux ont été abattus. Le premier abatteur en fait, de veaux en Europe, c'est les Pays-Bas, avec 1,4 million à peu près de têtes abattues. Et puis surtout, ce qui est intéressant à voir, c'est que les Pays-Bas ont augmenté leur production sur 10 ans. Donc, ils ont gagné à peu près 200 000 veaux abattus depuis 2012. Et puis, les producteurs suivants en volume, ce sont la France et l'Italie, qui sont aussi de grands consommateurs de veaux, alors que les Pays-Bas, on reviendra dessus, produisent principalement pour l'export. Mais eux font face à une érosion lente des volumes qu'ils peuvent produire. La France est passée entre 2012 et 2022 de 1 350 000 têtes abattues à 1 100 000. Voilà. Et puis, bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau du continent européen, en dehors de l'UE, on a la Suisse, qui est quand même un producteur non négligeable de viande de veau. À l'échelle française, on a
on a deux filières de production de veaux principales. Donc, la première qui produit l'écrasante majorité des volumes, c'est ce qu'on appelle des veaux produits, des veaux d'atelier, ou veaux de boucherie aussi, souvent on dit. Ce sont des veaux qui sont nés principalement de mères laitières, donc une mère qui est de race laitière, qui va servir à la production de lait, et puis un père qui peut être soit laitier, soit de race à viande, ce qui fait des veaux croisés. C'est des animaux qui vont être engraissés en bâtiment avec un aliment lacté et un aliment fibreux. Et puis, cet engraissement va se faire principalement en intégration. C'est-à-dire qu'on a un intégrateur qui va acheter le veau, le mettre en place chez des éleveurs, et puis le récupérer après l'engraissement, récupérer les veaux gras pour les faire abattre. Et l'éleveur, en fait, va facturer une prestation d'engraissement. L'animal ne va pas lui appartenir. Et puis, on a une petite production plus qualitative qui est ce qu'on appelle des veaux sous la mer. Donc là, on a plutôt en race à viande, souvent avec des labels. Et là, on va avoir donc des animaux qui vont être en race à viande et les veaux vont rester avec leur mère et vont être nourris au pied, donc téter leur mère, jusqu'à leur abattage. Donc, ce qui se passe, c'est que les veaux vont être dans un bâtiment et matin et soir, les mères vont revenir au bâtiment pour pouvoir allaiter les petits. Et dans la journée, les mères vont pouvoir aller, par exemple, pâturer. Donc, au niveau de l'intégration, ce que je vous ai dit, c'est que l'intégrateur prend en charge toute la fourniture du petit veau, prend en charge également l'alimentation et parfois aussi les frais vétérinaires, et puis se charge de la commercialisation des veaux finis. Et l'éleveur, il fournit le bâtiment, le matériel, bien sûr, qu'il va utiliser dans le bâtiment, l'énergie, notamment pour chauffer l'eau, pour préparer l'aliment lacté, et puis donc l'eau, et puis la main-d'œuvre. Et aujourd'hui, en France, donc, on a deux intégrateurs qui sont largement dominants sur le marché, qui sont Vendry et Denkavit, qui sont deux intégrateurs néerlandais qui se sont développés aussi en France. Et puis, il y a toute une galaxie de petits intégrateurs français, mais qui sont aujourd'hui dans un mouvement de concentration et de consolidation du marché. Si on fait un focus sur les éleveurs en eux-mêmes, donc quel profil d'éleveur on va avoir sur le veau en France, on a à peu près des cinquièmes. On a un profil assez équilibré entre des éleveurs qui vont faire que du veau, donc qui vont avoir ni culture ni autre élevage à côté, des éleveurs qui vont avoir un atelier lait et des éleveurs qui vont avoir un autre atelier, notamment soit des grandes cultures ou des monogastriques. Donc ces trois parties représentent à peu près un cinquième des producteurs de veaux en France. Et puis, on a à peu près 40% des éleveurs de veaux en France qui vont être des éleveurs avec un atelier viande, c'est-à-dire des animaux de race à viande qui vont servir à produire de la viande de bœuf. En 2021, les repères moyens, l'élevage moyen en France avait à peu près 410 places pour un peu plus d'une unité de main-d'œuvre. Et puis, donc sur l'exploitation, vous le voyez, il y a à peu près 2 unités de main-d'œuvre, donc typiquement un couple ou une personne avec un salarié, dont une qui va être dédiée à l'atelier veau. Et puis la SAU, donc la surface agricole utilisée, autour de 75 hectares. Donc on n'est pas du tout sur des ateliers comme ça peut être le cas en volaille ou en porc, des personnes qui vont ne pas avoir de surface et vraiment avoir que l'élevage. Il y a quand même souvent des surfaces qui vont être liées derrière. Donc, pour ce qui est du mode d'élevage du veau de boucherie, donc quelques chiffres les premiers chiffres sont sur les tailles d'atelier, donc c'est ce que je viens de vous dire. Au niveau de l'engraissement, on est autour de 170 jours d'engraissement pour un abattage, donc à 187 jours, puisque le veau va arriver entre 15 et 20 jours en atelier, avec un vide sanitaire donc d'un peu plus d'un mois, ce qui va faire qu'on va produire entre 1,7 et 1,8 veaux par place et par an. Donc, la main-d'œuvre est souvent familiale, ce que je vous ai dit, donc ça peut être des couples. Et puis, au niveau du logement des animaux, on va être dans la très grande majorité des cas sur du caillebotis, donc des planchers percés. Et puis, les animaux qui rentrent, donc selon leur race, vont aussi bien sûr avoir des poids qui ne vont pas être les mêmes. Il y a une petite subtilité sur les veaux d'atelier, donc ceux qui vont être engraissés en bâtiment. On différencie en fait la stratégie alimentaire selon le type racial. Donc, pour ce qui est des veaux Holstein, on va avoir de l'aliment lacté, mais qui sera sans poudre de lait écrémé. Donc, ce sera uniquement de la poudre de lactosérum et puis de l'aliment solide. Et pour les croisés les viandes, on va avoir une partie de l'aliment lacté qui va être composée de poudre de lait écrémé avec un peu plus d'aliments lactés et puis un peu plus d'aliments solides. Donc, les animaux sont un peu plus lourds à l'entrée et puis sont bien sûr plus lourds en sortie parce qu'ils vont être nourris de manière un peu plus riche. Et la valorisation économique, forcément, derrière, sur les croisés des viandes, n'est pas tout à fait la même que sur les veaux pur Holstein.
Quelques photos, les crédits sont d'Ilona, hein, c'est des photos qu'elle a fait cette année, donc des bâtiments tout récents. Donc là, vous voyez des veaux Holstein qui sont à l'engraissement avec un aliment qui a l'air d'être de l'aliment solide dans les auges. Une chose qu'il faut noter quand même, c'est qu'avec les coûts de l'énergie et les coûts des matières premières, par rapport à 2020, les bâtiments, le prix des bâtiments en fait, a pris plus d'un tiers. On est passé autour de 1 700 € la place à plus de 2 300 € la place en 2022. Ce qui complique aussi l'installation de nouveaux éleveurs, puisque pour le même prix, on va pouvoir construire beaucoup moins de bâtiments. Donc là, vous avez une photo, vous avez la description de l'élevage dans laquelle cette photo a été prise, donc avec des lots qui sont de manière assez classique, hein, entre 5 et 7 veaux. Et puis, les animaux la contention se fait par une barre au garrot, c'est ça, une barre au garrot, et donc il n'y a pas de cornadis pour bloquer les animaux. D'autres photos, donc là on a de la même manière des veaux, alors il y a l'air d'avoir un petit peu de veau Montbéliard peut-être dans ce groupe-là. Ici ils ont leur aliment, c'est pas pareil, de l'aliment à l'auge. Et puis, donc, comme ce qui est décrit, hein, on a plusieurs systèmes. Donc, soit on distribue d'abord l'aliment lacté et après l'aliment solide, soit on a la moitié de l'auge qui va être lactée, la moitié de l'auge qui va être solide. En haut à droite, vous avez une photo d'un aliment, d'un aliment solide. Donc, vous voyez, il y a de la paille hachée, il y a des bouchons d'aliments, il y a du maïs, il y a ce genre de choses. Et puis à droite, vous avez le chariot qui permet de le distribuer. C'est aussi pour soulager l'éleveur au cours de son travail. Un point sur l'évolution du nombre d'élevages et surtout la production de veaux. Les régions historiques en fait, de production de veaux en France, c'était surtout le Grand Ouest, c'est-à-dire là où il y a aussi le bassin laitier. Donc vous avez la Bretagne, qui est ici, les Pays de la Loire, qui étaient les deux grandes zones de production de veaux de boucherie, et puis un peu aussi ce qui est cette très grande région-là, qui est la Nouvelle-Aquitaine. Et puis, ce qu'on voit hein, dans les chiffres, c'est que le nombre de têtes qui sont élevées, depuis un peu plus de 10 ans, hein, puisque là, on est par rapport à 2011, en Bretagne, on a perdu 30% des têtes, en Pays de la Loire, presque 10%, et en Nouvelle-Aquitaine, on a perdu 15% des têtes. Donc, beaucoup d'éleveurs qui arrêtent la production de veaux. Donc, historiquement, chaque arrêt de petits ateliers, souvent, hein, puisque c'était des départs en retraite avec peu d'investissements qui avaient été faits, était compensé par des installations d'éleveurs plus grands. Et depuis quelques années, c'est de moins en moins le cas. Et donc, on a de plus en plus cette dynamique à avoir des places d'engraissement qui se perdent et du coup, la production de veaux qui baisse. Donc, on a perdu, comme je vous le disais en introduction, 250 000 veaux en 10 ans, donc depuis 2021 en France. Et puis, on voit que sur la zone de l'Est, donc Auvergne-Rhône-Alpes avec 120 000 têtes et puis Bourgogne-Franche-Comté, on est plutôt en croissance, mais on partait quand même avec des effectifs beaucoup plus bas, donc c'est plus facile de grossir quand on part de moins de monde. Un point rapide sur la filière veau aux Pays-Bas, puisque ce sont les principaux producteurs de veaux en Europe et aussi les principaux producteurs de veaux dans le monde. Donc là, ce qui est assez typique aux Pays-Bas, c'est que la viande de veau qui va y être produite ne va pas être destinée à la consommation néerlandaise. Déjà parce qu'ils sont beaucoup moins nombreux que la population qu'il peut y avoir en France, et puis surtout, ils ne consomment pas traditionnellement de viande de veau. La viande de veau, quand on regarde les zones de consommation, c'est assez traditionnel des pays autour des Alpes. Donc l'Italie, on consomme la France, la Suisse, peut-être un petit peu aussi le sud de l'Allemagne et l'Autriche, si vous voyez l'escalope viennoise. Et donc, les Pays-Bas vont produire de la viande de veau destinée à la restauration hors domicile, donc que ce soit restaurant ou cantine, dans toute l'Europe. Donc, avec des exportations qui vont se porter très bien là-dessus. Donc là, vous avez les productions de veau aux Pays-Bas. Donc, vous voyez qu'il y a eu un pic dans les années 2019 qui était en fait un petit pic de surproduction. Et puis, depuis, on est autour de 220 000 tonnes équivalent carcasse produites chaque année de manière assez stable. Ce qui est intéressant à voir cette année, c'est que le marché de la viande en Europe, tant sur la viande bovine que sur la viande de veau, a été très dynamique. On a manqué d'animaux. Et donc, les éleveurs néerlandais ont pu faire le choix de sortir leurs veaux plus légers, plus rapidement, puisqu'il y avait une forte demande derrière. Et on voit que pour la première fois depuis 10 ans, les poids carcasses ont baissé, ils ont perdu 5 kilos. On a le même genre de dynamique en France. Donc, sur 2022,
vous voyez une production de 220 000 tonnes qui est à peu près stable par rapport à l'année précédente. Et par contre, comme les poids carcasses ont diminué, on a eu plus d'animaux qui ont été abattus pour faire la même quantité de viande. Si on s'intéresse donc aux exportations de viande des Pays-Bas, alors le problème qu'on va avoir, c'est que on n'a pas de différenciation entre les exportations de bœuf et de veau, puisque ce sont toutes deux des viandes d'espèces bovines. Mais donc, ce qu'on voit, c'est quand même que sur ce graphique, la viande produite aux Pays-Bas, qu'elle soit bœuf ou veau, est principalement destinée à l'export. Donc, ils ont exporté 550 000 tonnes équivalent carcasse en 2022. Et puis, ce qui est intéressant de voir là-dessus, c'est quand même qu'il y a eu un fort impact du Covid qui est en vert, puisque du fait de la fermeture de la restauration hors domicile en Europe, il y a pu avoir un recul des exportations de viande néerlandaise. Et puis, on vous a mis un petit encadré sur les exportations qui ont été faites vers les pays tiers, donc notamment les États-Unis et le Canada, qui vous intéressent peut-être plus particulièrement. C'est de l'ordre de quelques milliers de tonnes. Donc, si vous voyez ce qui est envoyé en viande bovine depuis les Pays-Bas vers la France, on n'est pas loin de 100 000 tonnes. Les exportations vers l'Amérique du Nord sont quand même nettement moins importantes que ce qui peut être fait au niveau européen. Conséquence de cette forte demande en viande de veau sur le marché européen, la cotation du veau de boucherie aux Pays-Bas a été très élevée tout au cours de l'année 2022. Donc, à partir de la fin 2021, qui est ici en bleu, vous voyez que le prix a commencé à augmenter et puis s'est stabilisé à un niveau élevé parce que il y avait un manque de viande sur le marché et du coup, les abatteurs étaient acheteurs de veau à des prix assez intéressants. Un petit point rapide sur l'Italie. Donc, l'Italie est aussi le troisième producteur de veau en Europe, aussi grand consommateur. La baisse de la production, en fait, est plus faible en Italie que ce qu'on a pu constater en France, mais ils partaient aussi de plus loin. Donc, ils produisent autour de 600 000 têtes, ils abattent autour de 600 000 têtes, 600 000 veaux tous les ans. Et puis, leur cotation, comme vous le voyez là, était aussi largement en hausse depuis la fin de l'année 2021. Ce qu'on peut se dire de manière générale, c'est que le prix du veau français est souvent supérieur au prix du veau italien et qui lui-même est supérieur au prix du veau néerlandais. Voilà, c'est un peu les règles que nous, on observe quand on étudie ces marchés. Je vous propose une première petite session de questions sur cette première partie. Et puis, suite à quoi, on pourra aborder les enjeux et les défis auxquels fait face la filière veau, plus particulièrement française. Je ne sais pas s'il y a des questions, du coup. Oui. Oui. OK. Bon, c'est pour savoir comment les petits veaux là-bas qui sortent des fermes laitières, comment ils sont comme récupérés là, par l'industrie, l'engraissement des veaux. C'est-tu des encans comme chez nous ou c'est des ventes directes? Comment que ça fonctionne? Ilona, peut-être je peux te laisser. On répond au fur et à mesure, peut-être. Je te laisse dire, tu connais mieux le marché que moi. Ouais. Bonjour, donc moi je suis Ilona Blanquet, je suis la collègue de Maximin. Donc les veaux laitiers naissent dans les fermes laitières et ensuite en général c'est des commerçants en bestiaux ou des coopératives qui viennent ramasser les petits veaux. Donc ils font la tournée de tous les élevages très régulièrement dans un petit rayon. Et donc, ils amènent les veaux dans des centres d'allottement où ils vont être triés en fonction des poids et des races pour faire des lots homogènes. Et ensuite, ils partent. En général, là, je pense que c'est le moment où les intégrateurs prennent en charge les veaux. Et ensuite, ils vont donc les intégrateurs ou les transporteurs des intégrateurs vont livrer des lots homogènes dans les différentes fermes où il y a de l'engraissement de veaux de boucherie. Est-ce qu'il y a un prix déterminé ou c'est fluctuant? Il y a un prix qui varie toutes les semaines.
Donc, en fait, on va vous le montrer tout à l'heure. Donc, il y a des cotations qui sont suivies par un organisme de l'État qui s'appelle France Agrimaire chez nous, qui relève le prix des petits veaux laitiers en fonction des poids et des races toutes les semaines sur les marchés aux bestiaux. Donc, les marchés aux bestiaux, c'est les éleveurs qui amènent leurs veaux dans un marché aux bestiaux où il peut être acheté par différentes personnes. C'est un prix marginal, en fait, parce que la plupart des veaux ne passent pas par les marchés aux bestiaux. Donc, on va vous montrer tout à l'heure la cotation qui varie toutes les semaines, qui a une variation saisonnière aussi. Mais en fait, le prix que vous allez voir sur le graphique, il est plus élevé que le prix qu'il y a en ferme en général. Parce qu'en fait, en ferme, la coopérative ou le commerçant bestiaux rend service à l'éleveur laitier en venant chercher les veaux dans la ferme. Et donc, les prix sont moins élevés en général. Mais on va vous montrer ça tout à l'heure. Donc, le prix en moyenne en France, il était de l'ordre de 70 € par tête de petits veaux de 14 jours en 2022. Je ne sais plus le chiffre exactement, donc on va le regarder sur le graphe tout à l'heure. En complément, voilà, on a ces marchés aux bestiaux qui permettent de donner une cotation qui donne en fait une idée de l'état de l'offre et de la demande et donc une idée des prix qui peuvent être pratiqués. Mais dans la majorité des cas, les jeunes veaux laitiers donc de 15 jours ne vont pas passer sur ces marchés-là et vont être achetés directement dans la cour de la ferme. Mais ça donne une base de négociation en quelque sorte entre les commerçants bestiaux et les éleveurs laitiers. Ouais, merci pour la présentation. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, oui. OK, parfait, merci. Je voulais savoir, c'est un peu en ligne avec le prix des petits veaux que vous mentionnez, là. Est-ce que vous avez des projections pour 2023 en termes de coûts de production et de volume, soit pour la France ou la Hollande? Pour le coût de production des veaux de boucherie, des veaux gras, c'est ça, les veaux de lait gras? Oui, c'est ça. Mais en fin de compte, avec votre prix de petits veaux, puis la suite là, pour l'engraissement et tout, pour avoir un veau, un produit de viande fini, en fin de compte? On aborde dans la partie suivante. Oui, on en parle dans la partie suivante. On va vous présenter l'estimation des coûts de production pour 2022. Et puis, on parlera un peu de 2023. On essaiera de faire des hypothèses, mais c'est vrai que c'est pas très facile d'y voir clair, quoi. Bon, je pense que si on n'a pas d'autres questions, c'était une introduction parfaite. Ok, on continue. Du coup, voilà, c'est Maximin, c'est toi qui fais passer les diapos, merci. Donc, moi, je vais vous parler maintenant des grands enjeux économiques de la filière en France. Alors, donc, en fait, en France, on suit un échantillon de fermes qui font des veaux de boucherie gras. Et donc, on en suit 115. Vous le voyez à l'écran, c'est marqué en haut à gauche. Donc, ils sont suivis par des techniciens de l'Institut de l'élevage et des chambres d'agriculture, qui sont des chambres syndicales de conseil technique qu'on a dans tous les départements. Et du coup, là, je vous présente deux catégories de veaux qui sont conduits en veaux de boucherie, les veaux de race Holstein et les croisés les viandes légers, donc ils font moins de 60 kilos quand ils rentrent dans l'élevage d'engraissement. Alors, je vais plus vous montrer la partie que j'ai entourée, donc la colonne bleue, les Holstein, mais vous aurez le PowerPoint, j'imagine, et ça vous permettra de voir les résultats des croisés les viandes. Donc, dans les veaux Holstein engraissés, en fait, il y a quasiment pas de femelles, puisque les femelles sont plutôt gardées pour le renouvellement dans les fermes laitières. Le taux de mortalité, ça me semble intéressant d'avoir des références là-dessus, il est de 4%. Et il avait baissé un petit peu entre 2020 et 2021. Oui, donc là, c'est les résultats de 2021. Puisque 2022 vient de se terminer, on n'a pas encore les résultats comptables, donc c'est pour ça que je vous présente cette année-là. Donc, vous avez les infos sur la durée d'engraissement dont on a parlé aussi tout à l'heure. Donc, c'est presque 6 mois, en fait. La rotation, on en a parlé. Le poids des veaux, donc c'est presque 50 kilos.
Et le poids carcasse à la sortie, c'est 140 kg, alors que les croisés légers qui sont en orange à côté, vous voyez qu'ils sortent avec 10 kg de plus, 150 kg de poids carcasse. Hein. C'est pas le poids vif, c'est le poids carcasse. Et le rendement des carcasses, il est de l'ordre de 54% si vous voulez reconstituer le poids vif. Je sais pas quelle est l'habitude au Canada à ce niveau-là. On suit également le pourcentage de veaux qui font moins de 100 kg carcasse à la sortie. Donc ça, c'est des veaux qui ont eu des gros problèmes sanitaires, soyons clairs. Et donc, c'est un critère qu'on suit quand même de façon précise. Et du coup, en 2021, chez les Holstein, il y avait 5,5% qui avaient moins de 100 kg de poids carcasse. Et on suit également le taux de veaux classés P. Donc, je continue à descendre les lignes. Donc, en Europe, on a ce qu'on appelle le classement Europe. Les animaux qui sont eux, ils sont hyper conformés, hyper musclés. Et les P, ils sont très, très maigres. Donc, par exemple, dans les bovins adultes, c'est les vaches Holstein qui n'ont pas été finies, qui sortent juste après la fin de la lactation sans être finies. Donc, c'est des animaux, voilà, qui n'ont pas de muscles volumineux ou importants. Et donc, chez les Holstein, on a quand même des veaux classés P pour 33% des veaux qui sortent. Et c'est un taux qui a beaucoup augmenté ces dernières années parce qu'en fait, la sélection laitière en France, elle a été beaucoup poussée sur le lait. Et du coup, forcément, voilà, si on pousse beaucoup le lait, le côté viande, il a tendance à disparaître sur les animaux, que ce soit les vaches ou le veau de boucherie. Et après, on classe également les viandes de veau en fonction de la couleur. Donc, plus on est sur un petit chiffre, entre 1 et 5. Si on est 1 et 2, on est sur les viandes claires ou rosé clair. Et après, en 3, vous avez du rosé. Attendez, il y a le rose, il y a le blanc, le rosé très clair en 1 et 2, et ensuite le rosé clair en 3, le rosé en 4, et en 5, c'est rosé foncé. Donc, c'est un critère important en France parce qu'en fait, la viande de veau, il faut qu'elle puisse se distinguer de la viande de bovin adulte dans le rayon. C'est important pour les bouchers et pour les GMS aussi parce que plus on a un grand choix de produits en rayon, plus ça donne envie aux consommateurs de consommer. Et donc, il faut qu'ils comprennent visuellement déjà que le veau, c'est pas pareil que la viande de bovin adulte. Donc, ce critère-là est suivi et on est encore souvent sur des veaux. Alors, le 1, c'est très rare, mais le 2 et le 3 est encore très fréquent, même s'il y a de plus en plus de fibres dans l'aliment. Et donc, après, on vous présente l'alimentation, justement. Donc, avec 260 kg d'aliments lactés consommés, c'est le poids en poudre qu'on leur donne sur les 6 mois. Et les aliments solides, c'est 270 kg pour les Holstein. Et vous voyez que dans la colonne de droite en orange, les veaux croisés, les viandes, ils reçoivent que 155 kg d'aliments solides. Donc, ils sont sur un aliment lacté qui est beaucoup plus riche, avec de la poudre de lait maigre, alors que l'aliment lacté en France pour les Holstein, il n'y a plus de poudre de lait maigre du tout, c'est que du lactosérum. Donc, l'aliment des Holstein, c'est un aliment lacté plus maigre, moins performant et plus d'aliments solides, alors que le croisé lait viande, comme il a un plus gros potentiel viande, on va lui donner un aliment plus qualitatif, donc plus de poudre de lait maigre et moins d'aliments solides. Voilà, on peut passer à la suivante. Voilà, donc pour les coûts de production, là, je vous présente le coût de production en 2021 de nos 115 fermes qu'on suit en veau de boucherie. Donc, c'est un coût de production en euros par place en 2021. Puis, je vous ai mis le taux de conversion avec le dollar canadien pour le taux de conversion moyen de 2021. Comme ça, vous pourrez faire vos calculs un petit peu. Et donc, en fait, comment lire le graphique? En fait, toutes les couches de couleurs les unes au-dessus des autres, c'est les différents postes de charge, des coûts de production. Et la pastille rouge qui est en haut, c'est les recettes, c'est-à-dire les rentrées d'argent qu'a l'éleveur pour la production du veau. Donc, il y a 95%, c'est ce qu'il reçoit de l'intégrateur, c'est la prestation que l'intégrateur lui verse. Et puis, il y a 5% d'aide, sachant qu'il n'y a pas vraiment d'aide à l'engraissement du veau de boucherie en France. Il y a des références historiques qui datent d'il y a longtemps. Mais en fait, aujourd'hui, un nouvel éleveur qui s'installe, il n'a absolument pas d'aide de l'État, ni de la PAC, ni quoi que ce soit. Donc, les gros postes à regarder, c'est ceux qui sont entourés à droite dans la légende. Je vais commencer par le haut. En orange, c'est le travail à fournir pour faire fonctionner l'atelier. Donc ça peut passer soit par des salariés, mais on estime aussi la valeur du travail de l'éleveur.
Et donc, c'est un choix syndical en France. On a choisi de dire qu'un éleveur qui travaille à plein temps sur sa ferme, il doit pouvoir recevoir au moins 2 SMIC par mois. Donc, 2 SMIC, c'est 2 salaires minimum mensuels français. Et donc, c'est de l'ordre de 1 380 €, je crois. Non, 1 330 € par mois net. Donc, vous multipliez par 2 et ça vous donne la rémunération que les éleveurs attendent quand ils font du veau de boucherie ou du gros bovin ou du lait. Et du coup, donc là, vous voyez, en fait, sur 260 € de coût de production, vous avez déjà 100 € de main-d'œuvre. Donc, c'est le poste le plus important, en fait, hein. Et puis, donc, l'autre poste qui est important, il est en jaune pour 74 €, c'est l'amortissement des bâtiments et de tous les équipements spécifiques au veau de boucherie qui sont dans le bâtiment. Donc, c'est un gros poste et je pense que bon, pour vous, au Canada, ça doit être pareil, au Québec. Et le troisième poste que je voulais vous montrer, qui est plus en bas, en vert, donc, c'est le poste énergie et eau, qui est à 28 €. Et c'est des postes qui ont beaucoup augmenté c'est depuis 2021 pour le gaz qui sert à chauffer l'eau pour l'aliment d'allaitement. L'électricité aussi a commencé à augmenter en 2021 et beaucoup en 2022. Et les coûts de construction qui sont en jaune, ils ont aussi beaucoup augmenté en 2021-2022, comme ça a dû être le cas au Québec. Et donc, en fait, ce qui est bien en atelier veau de boucherie, c'est qu'on voit que la pastille rouge, elle est à peu près au niveau du total de charge. Donc, c'est l'une des rares productions en France, quand on est dans des productions de ruminants, qui est à l'équilibre entre les charges et la rémunération que les éleveurs souhaitent avoir. Donc, c'est quand même un gros point fort de la filière veau de boucherie en France. On peut passer à la suivante. Donc, comme le disait Maxima en introduction, les abattages en France, ils ont quand même fortement baissé en 2022, de moins 7% quasiment. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits intégrateurs et des très petits intégrateurs qui ont arrêté. Et puis, on est aussi dans un moment où en France, il y a beaucoup d'éleveurs qui partent à la retraite. Et du coup, si l'intégrateur arrête, que l'éleveur avait prévu d'arrêter dans 2, 3, 4 ans, eh bien, il arrête aussi sa production de veau et il garde les autres productions sur sa ferme, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là en 2022? C'est parce qu'en fait, on a eu une série de 4 années difficiles. Donc, en 2019, il y a eu une surproduction de veau de boucherie aux Pays-Bas et aussi un peu en France, donc avec des prix du veau gras bas. Donc, ça a fait souffrir les intégrateurs. 2020, il y a eu le Covid, évidemment, donc les restaurants étaient fermés. Donc, il y avait toute une partie du débouché du veau en France qui disparaissait, même si les gens ont consommé à travers le supermarché, mais ils ont moins mangé de veau, parce qu'ils n'ont pas pensé au veau, ils ont pensé au steak haché, hein. En 2021, ça a été le début de la hausse du coût du lactosérum et de la poudre de lait maigre, et puis des céréales aussi en été. Et en 2022, tout ce mouvement-là s'est poursuivi. Donc, en fait, au bout de 4 ans de difficultés économiques, c'est vrai qu'il y a des intégrateurs qui ont décidé d'arrêter, aussi des gens qui étaient près de la retraite. Et puis, les gros qui restent, ils ont essayé d'avoir une production raisonnable en volume pour bien tenir les prix en haut par rapport à la hausse des coûts de production. On passe à la suite. Alors, donc, voilà, évidemment, il y a eu une hausse du coût du lactosérum, de la poudre de lait maigre, du coût de la construction en France et un peu partout dans le monde. Donc, voilà, je voulais vous mettre un petit peu les chiffres. C'est quoi ces hausses? Et vraiment, elles ont été spectaculaires et phénoménales, sachant que dans le milieu agricole en Europe, on n'avait pas du tout l'habitude d'avoir des hausses de coûts de production de ce niveau-là. Donc, c'est quelque chose de complètement inédit pour nous. On a l'habitude d'avoir des prix à peu près stables, vraiment lissés, et voilà, très peu de variations. Donc, les intégrateurs, eux, ils ont eu la hausse du lactosérum puisque c'est eux qui fournissent l'aliment lacté, c'est pas l'éleveur qui achète ça. Donc, en 2022, c'était plus 18% chez nous en France et quand même plus 60% en 2 ans. Donc, c'est vraiment énorme. Et puis, l'aliment fibreux, donc c'est toute la partie solide, on considère qu'elle a augmenté de 24% en 2022 et de 36% ces 2 dernières années. Donc, du coup, les intégrateurs, ils ont un petit peu réduit les volumes qu'ils ont mis en place à la production chez les éleveurs pour être sûr qu'ils n'avaient pas trop de marchandises après à faire abattre et du coup, pour tenir les prix, parce que ce qui est rare est cher, hein. Donc, côté éleveur, c'est encore plus spectaculaire sur certains postes. Donc, le prix du pétrole
Nous, on le suit parce qu'en fait, le propane, qui est un gaz issu du pétrole, les éleveurs achètent le propane pour faire chauffer l'aliment d'allaitement dans leur chauffe-eau. Et donc, rien qu'en 2022, il a augmenté de 59%. Et il a été multiplié par 3,6 en 2 ans. Donc, c'est vraiment des hausses colossales. L'électricité, c'était plus 7% en 2022, plus 11% en 2 ans. Et c'est un poste qui est lourd, en fait. Ça représente plusieurs milliers d'euros pour les éleveurs. Et le coût de la construction, c'est très spectaculaire aussi parce que c'est un poste de charge, on a vu, qui est très important, 78 € sur 260 € tout à l'heure. Et donc, c'était plus 15% en 2022 et plus 33% en 2 ans. Voilà. Et du coup, les éleveurs, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils essayent de devenir plus autosuffisants pour l'énergie, pour chauffer l'eau. Donc, ils vont mettre en place des stations de méthanisation. Ça, c'est ce qui coûte le plus cher, mais certains le font, pour faire du biogaz et chauffer avec du biogaz. Ils vont faire des panneaux photovoltaïques. Ils vont mettre une chaudière à bois pour chauffer l'eau. Ils vont essayer d'isoler le chauffe-eau aussi mieux, mettre des ventilateurs économes en énergie, l'éclairage économe aussi. Et puis, là, en fait, comme l'a montré Maximin tout à l'heure, le coût du bâtiment neuf aujourd'hui est tellement élevé qu'en fait, les éleveurs, ils se demandent s'ils vont pas faire des bâtiments moins équipés que par le passé. C'est-à-dire que parce que ça coûte cher de construire et d'équiper, ils vont être obligés de renoncer à certains équipements qui leur facilitaient la vie, qui rendaient le travail moins pénible, moins physique. Ils vont être obligés d'y renoncer pour essayer de juguler le coût du bâtiment, quoi. Continue. Voilà, donc si vous avez quelques questions déjà sur cette partie économie des fermes de votre boucherie, voilà, on est à dispo. Bonjour. J'aimerais savoir, les veaux qui viennent des troupeaux là, qui sont comme à deux fins, là, lait, boucherie, est-ce qu'ils se retrouvent dans ces élevages-là ou sinon ils se ramassent où? Oui, alors si je comprends bien, vous me demandez si les veaux qui viennent de races mixtes, c'est-à-dire des vaches qui font du lait mais qui ont aussi un potentiel viande, est-ce que ces veaux de race mixte, on les retrouve dans les ateliers veaux de boucherie? Ouais. Donc je réponds, puis après vous me direz si j'ai compris ou pas. C'est donc, ça, genre, mettons ça les flex-filles, là, c'est... Oui, voilà. OK. Alors, nous, on n'a pas la Flexville, mais on a la Normande et la Montbéliarde en France. Et donc, on trouve ces veaux-là dans les ateliers veaux de boucherie, effectivement. Et la Montbéliarde, elle a un certain succès parce qu'elle a un bon potentiel viande encore, même si c'est une race qui produit du lait, alors que la Normande a été beaucoup sélectionnée pour le lait ces dernières années. Donc, les veaux sont un petit peu moins performants. Mais on les retrouve dans ces ateliers veaux de boucherie classiques. Donc, au niveau zootechnique, évidemment, la production de veaux de boucherie, c'est une production qui est très technique. Donc, c'est intéressant de se pencher un peu sur les pratiques des éleveurs. Déjà, on voulait vous faire part de c'est quoi le potentiel de veau à engraisser en France pour faire du veau de boucherie ou autre chose, d'ailleurs. Mais donc, en fait, ce qui est très important de savoir, c'est que le croisement lait-viande, il s'est vachement développé en France ces dernières années. Donc, notamment, on avait 15% de croisés lait-viande dans les naissances dans le cheptel laitier en 2013 et en 2022, on en avait 26%. Donc, ça a augmenté de façon très importante. Donc, en fait, là, sur le graphique en dessous, vous avez toutes les naissances de veaux issus des vaches laitières. En bleu, vous avez les femelles de race laitière pure ou croisées lait-lait. Donc, celles-là, on ne s'en occupe pas pour l'engraissement. Elles vont servir pour le renouvellement des troupeaux laitiers. Donc, on ne s'en occupe pas. Il reste tout ce qui est en vert au-dessus. Et donc là, en vert foncé, vous avez les femelles croisées lait viande qui apparaissent. Donc, on voit comment elles ont augmenté en pourcentage et aussi en volume, en valeur absolue. Les mâles laitiers purs et croisés lait-lait, ils sont en marron, enfin en vert moyen, pardon. Et donc, eux, ils ont diminué en pourcentage puisque, en fait, en France, on utilise de plus en plus la semence sexée pour être sûr d'avoir des femelles pour le renouvellement. Et du coup, ça fait moins de mâles laitiers qui naissent puisqu'on utilise de la semence sexée pour faire des femelles.
Et après, il reste les mâles croisés les viandes que vous avez tout en haut en vert clair, qui ont aussi beaucoup augmenté en volume. Et donc, pourquoi ça se passe comme ça? C'est parce que, sans doute au Québec aussi, il y a de la semence pour avoir des femelles de race pure. Et après, on fait du croisement les viandes sur une partie des vaches pour avoir des veaux croisés les viandes pour un plus gros potentiel à l'engraissement. Et en plus, ils sont payés beaucoup plus cher. Donc là, on avait le cas du veau croisé les viandes de conformation R. Donc, il a une conformation moyenne pour un croisé les viandes, en moyenne de 200 € sur les marchés OBO. Voilà, le veau laitier classique, il coûtait que 60, il rapportait que 75 € sur les marchés aux bestiaux. Donc, vous voyez que l'écart de prix est énorme. On peut multiplier par 3 quasiment. Voilà. Donc, c'est vrai que forcément, avec des prix comme ça incite les éleveurs à faire du croisement. Alors, on continue. Donc là, on a donc notre potentiel de veau. Donc, c'est les croisés les viandes et les mâles laitiers purs. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en France, les intégrateurs, ils n'ont pas seulement besoin de tous ces croisés les viandes parce que la demande des supermarchés, elle est beaucoup pour du veau de boucherie classique, du veau noir et blanc, parce qu'il a un coût de production qui n'est pas trop élevé, sachant que le veau est déjà une viande qui est considérée comme un peu chère. Du coup, les intégrateurs n'ont pas forcément besoin de tous ces veaux croiser les viandes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ces veaux, du coup, il y en a toute une partie qui est exportée. Et là, vous avez le graphique avec les exportations de petits veaux français entre 2012 et 2022. Et vous voyez comment ces exportations ont bondi tous les ans de plus en plus. Et notamment, on voit qu'il y a une sorte de décrochage entre 2016 et 2017. Ça a correspondu 2017 à une année où il y a eu beaucoup plus de croisés les viandes qui sont nés dans les cheptels. Et du coup, là, on en est au stade où en 2022, on a quand même 380 000 veaux qui sont partis pour être engraissés dans 90% des cas en Espagne et 10% en Italie. Voilà. Et donc, ces veaux croisés les viandes, en fait, ils ont un bon potentiel viande, mais c'est pour le segment de la boucherie ou le rayon traditionnel à la coupe au supermarché. Et il y a une clientèle pour ça, mais il n'y a pas, faut pas en mettre des volumes trop importants non plus. Donc, la suivante. Donc là, c'est ce que j'avais commencé un petit peu à vous expliquer quand je vous ai présenté les résultats techniques des ateliers veaux de boucherie. Donc, sur le graphique, je vous ai présenté l'évolution entre 2010 et 2021 de la quantité d'aliments lactés en bleu qui est donnée aux veaux et de la quantité d'aliments fibreux qui est donnée. Donc, ça, c'est pour des veaux Holstein. Donc, en 2010, on donnait que 110 kg d'aliments solides, sachant qu'en 2021, on en donnait quasiment 270 kg. Et puis, l'aliment lacté n'a pas beaucoup diminué en 10 ans. Mais par contre, il y a eu un gros changement au niveau du type d'aliment que c'est, puisque en 2010, il y avait encore 35 à 50% de poudre de lait maigre dans cet aliment et qu'à partir de 2020, avec la crise Covid et les difficultés du veau de boucherie en France, et puis après, surtout la hausse de la poudre de lait maigre sur les marchés mondiaux, elle a été remplacée par du lactosérum. Donc, on donne toujours à peu près autant d'aliments, mais il est beaucoup moins riche. Et du coup, comme on donne plus de fibres, il faut engraisser plus longtemps les veaux. Donc, en 11 ans, ils se sont vieillis de 21 jours, les veaux Holstein. Ils ont aussi augmenté de 13 kg carcasse, à la fois par l'allongement de la durée d'engraissement, quoi. Donc, en France, on surveille beaucoup la quantité de fer qu'il y a dans le sang des veaux parce qu'on n'a pas le droit de les anémier. Et donc, quand ils arrivent en ferme, ils ont tout de suite une prise de sang et on leur donne une dose de fer en fonction du niveau de fer qu'ils ont dans le sang. Et encore, pendant leur vie, pendant l'engraissement, il y a encore 2 prises de sang qui sont faites pour corriger l'anémie. Donc, au premier coup, ils reçoivent tous une dose et puis ensuite, sur le deuxième et le troisième, ça dépend. Il y a de moins en moins de veaux qui en ont besoin, mais il y en a toujours quelques-uns qui sont une troisième fois piqués pour avoir plus de fer. Voilà. Et donc en France, on a augmenté la part d'aliments fibreux. Les Pays-Bas, eux, ils ont commencé beaucoup plus tôt et ils ont encore moins d'aliments lactés donnés aux veaux que nous, quoi. Donc ils sont sur un veau, je crois qu'il reçoit que 110 kg d'aliments lactés pendant sa croissance, alors que nous, on a que 260 kg encore. On passe à la suite.
Donc, comme je vous le disais, les veaux sont plus âgés et du coup, leur poids, il n'a pas arrêté d'augmenter aussi. Donc, la courbe grise, c'est l'évolution du poids moyen des veaux de boucherie en France entre 2012 et 2022. Et du coup, on est passé de 137 kg à 147 kg. Et donc, vous voyez aussi sur toutes ces courbes, donc les veaux laitiers purs, donc c'est les mâles essentiellement, là, ils sont en bleu. Donc, c'est eux qui ont les plus petits poids. Vous avez les croisés la viande en vert et les veaux de race à viande pure, il y en a quelques-uns qui sont faits en veau de boucherie en France, qui ont les poids les plus élevés, forcément. Et donc, on voit, donc ça n'arrêtait pas d'augmenter, sauf 2022. Donc, c'est ce qui s'est passé à la fois aux Pays-Bas et en France. Comme il y avait moins de veaux de boucherie produits, puisque les intégrateurs n'en ont pas trop mis en place pour que les prix soient plutôt hauts, plus le phénomène d'arrêt des petits intégrateurs. En fait, il y avait quand même de la demande sur le marché pour le veau gras, et donc ils sont sortis plus tôt, plus vite, et donc ils se sont allégés en moyenne à 140 kg, perdu 1,6 kg par rapport à 2021. Et les veaux laitiers, eux, ils ont même perdu 2 kg. Voilà. En un an, donc ils sont passés de 142 kg à 140 kg. Et donc ça, c'est parce que le marché était fluide, parce qu'on n'avait pas trop de veaux gras et les abatteurs couraient plutôt après les veaux gras, voilà. Et ils en cherchaient. Et donc les grands enjeux de santé en France, c'est la réduction de l'utilisation des antibiotiques en élevage de veaux, mais aussi dans tous les élevages d'animaux d'élevage, pour réduire l'antibiorésistance dans le milieu naturel et pour les êtres humains. Donc, en France, on a le plan Éco-Antibio qui existe depuis 10 ans maintenant, qui est un plan du ministère de l'Agriculture et qui concerne toutes les espèces en élevage. Et donc, grâce à ça, on a diminué de 47% l'usage des antibiotiques sur tous les animaux d'élevage sur les 10 dernières années. Après, on a des données spécifiques sur les bovins, mais j'avoue que je n'ai pas eu le temps de les retrouver. Mais voilà, c'était pour vous donner cette info-là. Et je crois qu'on arrive à une nouvelle séquence de questions. Voilà. Et après, je crois que je repasserai la parole à Maxime. Exactement. Des questions sur les aspects... Non, pas de questions sur les aspects techniques. Ok. Et moi, j'avais une petite question sur si quelqu'un voulait nous répondre, sur la conjoncture économique au Québec pour le veau de boucherie. Est-ce que vous aussi, au Québec, vous avez eu une baisse de la production des veaux de lait et des veaux de grains en 2022 par rapport à la hausse des coûts ou vous n'avez pas eu d'impact? Je me permets de poser une question. Je peux répondre à cette question-là. Ouais. Ça va être assez bref. Dans le veau de grain, on a une baisse de 8 de la production. On est passé de 74 000 têtes à 68 000 têtes. Dans le veau de lait, on assiste à une baisse constante depuis de nombreuses années. La baisse s'est poursuivie en 2022, mais elle est moindre que les années précédentes. On parle d'une baisse de 2 de veau de lait en 2022, là, comparativement à des baisses de 3, 4, 5 les 10 années qui précédaient. Là. Je ne pense pas que c'est en lien avec la hausse du prix des intrants qu'il y a eu une baisse. Là. C'est la production, oui. Oui, sécurité de revenus, comme quelqu'un le mentionne dans la salle. Là. Comment les éleveurs québécois se sont adaptés à la hausse des coûts de production? C'était quoi parce que vous avez dû avoir aussi les difficultés avec les aliments lactés, j'imagine, et puis les céréales, ça a dû augmenter, je pense, chez vous aussi. C'était quoi les pistes pour s'adapter? En fait, dans le veau de grain, la hausse de coûts de production a probablement engendré une baisse de la production totale, dans le sens que avec l'augmentation des coûts, il y a des producteurs qui ont choisi de produire moins. Sinon, effectivement, la hausse des coûts de production se reflète sur le produit final aussi. Et nous aussi, on vit une rareté comme vous en avez vécu une en 2022, si bien que la hausse
le prix final du produit a augmenté aussi, de sorte que les producteurs ont réussi quand même à couvrir leur coût de production, là, malgré qu'il était plus haut. Okay. Il y a quand même un défi important dans la construction, là, la construction des nouveaux bâtiments. Même chose que chez vous. Le prix a augmenté de façon énorme. Donc, pour l'avenir, ça pose un défi important là, pour les producteurs aussi. Ouais. Puis l'autre point pour nous, c'est l'approvisionnement petits veaux parce qu'il y a une bonne portion de nos petits veaux qui vont aller se faire engraisser en bouvillon d'abattage, donc en bœuf. Ce que vous n'avez peut-être pas comme phénomène, là, mais nous, on doit compétitionner à l'achat des petits veaux, on doit compétitionner les producteurs de bœuf. Qu'on a indirectement avec l'Espagne, ouais. En fait. Pour vous donner une idée, il y a des petits veaux de 50, 60 kilos dans les dernières semaines qui se sont vendus 700-800 $. Ah oui. Ah oui, bon. On n'est pas à ces niveaux-là encore. Ouais. Mais effectivement, ce qu'on n'a pas précisé complètement, c'est que nous, la partie de petits veaux qui part à l'export en Espagne servent aussi à produire de la viande de bœuf, en fait. Voilà, ça fait des JB, des jeunes bovins non castrés que les Espagnols font très, très bien, qui ont 12 mois d'âge à peu près quand ils sont abattus. Ouais. Et donc, en fait, en France, l'engraissement de jeunes bovins non castrés laitiers n'arrête pas de diminuer. Et l'engraissement de bœufs laitiers aussi. Mais par contre, ce qui augmente, c'est nos exportations vers l'Espagne. Et comme les Espagnols, ça tourne assez bien, leur élevage, eh bien, notre compétition, comme l'a dit Maximin, c'est l'Espagne qui fait monter un peu les prix sur les veaux laitiers, quoi. Voilà. Et les croisés la viande. D'accord. Et du coup, ouais, vous aviez posé une question sur l'évolution des coûts en 2023. Alors là, sur les aliments lactés, ce qu'on a vu, c'est en France et en Europe, au deuxième semestre, la poudre de lactosérum et puis la poudre de lait maigre, elles ont quand même bien baissé. Donc, on est revenu sur des prix des aliments lactés qui sont quand même beaucoup plus raisonnables, même si ça reste élevé. Et donc, bon, on a compris que pour les intégrateurs en France, ça leur avait quand même donné une certaine bouffée d'oxygène pour les plus gros qui avaient eu les reins assez solides pour passer les 4 années de crise. Donc, le coût de l'aliment lacté diminue. Je ne pense pas que le prix du petit veau laitier baisse parce qu'en fait, chez nous, le cheptel laitier n'arrête pas de baisser, même si c'est qu'un tout petit peu tous les ans. Mais là, on sent bien qu'on est quand même plutôt… Et comme l'Espagne tire beaucoup à l'export, nous achète beaucoup de petits veaux, il y a plutôt de la tension sur le marché. Donc, petit veau laitier va rester à ces prix-là ou peut-être augmenter. Et le coût de la construction… certaines personnes m'ont dit qu'ils pensaient que ça pouvait baisser. On verra, quoi. C'est vrai que comme on est un peu dans une phase de ralentissement économique au niveau mondial, peut-être que le prix de tout ce qui est métaux, béton, etc. pourrait baisser. Mais bon, d'autres personnes sont assez sceptiques. Ils pensent que les prix resteront élevés. Peut-être qu'ils n'augmenteront plus les prix de la construction, mais ils ne sont pas sûrs que ça baissera. Voilà, pour vous dire un peu, nous, comment on sent les choses en France. Très bien. On peut passer à la suite. Alors, à la suite. Donc, je reprends la main pour vous parler un petit peu des enjeux de consommation autour de la viande de veau. Oui, j'avais une question au niveau des petits veaux laitiers qui s'en vont en Espagne. Combien de temps de durée de transport puis l'âge minimal ou le poids minimal pour être transporté? Alors, on fera un petit point réglementation dans les parties défis, mais aujourd'hui, la réglementation européenne permet d'avoir ce transport, en fait, de mémoire, c'est jusqu'à 9 heures avec 1 heure de pause, puis à nouveau 9 heures. C'est ça, donc 9 heures de transport, 1 heure de pause pour que le veau puisse se reposer avec un camion à l'arrêt, puis 9 heures de transport, et après, donc à la fin de ces 19 heures, l'animal doit être déchargé et pendant 24 heures pour qu'il puisse se reposer, boire, manger, etc. Voilà. Mais du coup, en fait, pour aller en Espagne, on ne dépasse pas les 19 heures, quoi. Donc,
Sachant qu'aujourd'hui, on a je reviendrai dessus en fin de présentation avec les défis qui nous attendent, mais on a une révision en cours en fait de la réglementation européenne sur le bien-être animal qui prend en compte ce transport. Donc peut-être des choses qui pourraient changer à l'avenir là-dessus. On va y revenir bientôt. Donc, petit point sur la consommation de viande de veau en France et en Europe. Ce qu'on note quand même, c'est que la viande de veau, c'est une viande qui se distingue très nettement du bœuf. Et d'ailleurs, les consommateurs et les commerçants cherchent à avoir un produit qui n'est pas du bœuf. Donc, c'est une viande où on va chercher à avoir une couleur claire et puis, bien sûr, une valorisation économique qui sera un peu meilleure puisque le veau va être vendu plus cher. On a un côté peut-être un peu plus festif dans le veau. On a une consommation qui est quand même assez hivernale avec des plats mijotés. Par exemple, là, vous avez une photo de blanquette à gauche. Bon, elle a l'air d'être faite sur un barbecue, donc peut-être que c'est une blanquette estivale, mais enfin, c'est des plats mijotés en sauce qu'on retrouve plutôt en hiver. Et puis à droite, une belle photo, également faite par Ilona au Salon de l'Agriculture. Vous voyez bien, sur la partie gauche de cette photo, sur la partie gauche de la photo, donc de la viande de bœuf qui va être rouge, et le consommateur va chercher une viande rouge, notamment en France, contrairement à d'autres pays européens où la viande un peu plus claire va être appréciée. En France, on va chercher une viande plutôt rouge. Et puis à droite, vous avez de la viande de veau où là, on va chercher à avoir une couleur qui soit la plus claire possible pour bien faire la différence entre les deux. Et puis, comme on vous l'a déjà évoqué, en fait, la commercialisation va être différenciée selon les veaux pur laitiers, pur Holstein qui vont plutôt aller en grande surface, en barquette déjà découpée, donc avec un produit qui reste du veau, donc qui n'est pas non plus donné, mais qui va être plutôt un produit d'entrée de gamme. Et puis après, toute la partie veau sous la mer et puis les animaux croisés, les viandes ou les races mixtes qui sont engraissées en atelier, qui vont plutôt avoir une valorisation boucherie ou rayon traditionnel en grande surface. Donc on suspecte, on n'a pas fait d'études précises pour le moment là-dessus, mais on suspecte que le veau est plus commercialisé en boucherie que ce qui peut être fait sur le bœuf. Aussi parce qu'on a ce côté un peu festif, plat du dimanche, que n'a peut-être de moins en moins le bœuf, surtout avec l'augmentation de la consommation de viande hachée. Une chose qu'on a constatée depuis quelques années, c'est que l'augmentation de la part de fibres, la fin de l'anémie, l'interdiction d'avoir des veaux anémiés, et puis l'allongement de l'engraissement a fait que la couleur de la viande de veau a beaucoup évolué. Et ça, c'est quelque chose qui est pour toute l'Europe, hein, la France, la Suisse, l'Italie, partout. La viande est devenue de plus en plus rouge. Donc aujourd'hui, en France, on ne trouve plus du tout de veau blanc, donc la classification 0. Et puis du rosé très clair, il y en a très peu. Et à l'inverse, vous avez vu tout à l'heure dans ce qu'a donné Ilona qu'on a 90% des veaux qui sont classés 1 et 2 sur la couleur. Donc là, vous avez l'échelle de couleur dont elle vous a parlé tout à l'heure. Donc on a principalement aujourd'hui ce qu'on appelle du rosé clair. Alors la couleur peut être un peu trompeuse, hein, puisque c'est des photos, mais on a une grille de couleurs qui va être notée en abattoir par des gens qui sont formés pour ça, dans des conditions d'éclairage qui sont spécifiques, pour bien sûr, puisque ça va notamment conditionner le paiement, le prix qui va être versé à l'éleveur. Donc on a toute une réglementation autour qui va faire que la note qui va être donnée va être la plus objective possible. Et puis là, en fait, Maximin, juste pour dire, là, je pense que les couleurs, en fait, j'ai retravaillé la photo pour que les couleurs soient les plus proches possibles de la réalité, parce qu'on avait vraiment un problème sur la photo. Donc là, on n'est quand même pas très loin vraiment du nuancier qui est utilisé en abattoir, là, en termes de teinte. OK. Oui, c'est vrai que la photo d'origine était très marron. Ouais. Ça ne donnait pas une viande très appétissante. Donc voilà, ouais, ça vous donne quand même une idée assez correcte de la couleur qu'on vise. Donc on est progressivement passé dans les années dernières, enfin les années passées, d'un veau qui était plutôt blanc à rosé très clair vers du rosé clair qui est aujourd'hui la très grande majorité du veau. Et finalement, cette évolution, elle s'est faite sans trop de heurts côté consommation parce qu'elle a été progressive et elle a concerné tout le monde. On n'a jamais eu en fait, de producteur qui faisait du veau blanc à côté d'un producteur qui faisait du veau rosé clair. Donc, en fait, le veau est devenu de plus en plus rouge et c'était comme ça. Et puis, en plus, en France, on a quand même une tradition assez ancienne de veau sous la mer, donc qui est élevé un peu plus longtemps, qui est avec un peu de fibres, et puis sur des races d'animaux allaitants, donc qui est traditionnellement plus rosé, qui va avoir plus de couleurs. Donc, on a une habituation en France à avoir une viande de veau qui est un peu plus colorée.
Donc, cette évolution, en fait, s'est faite sans vraiment de problème. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on aboutit à une majorité des abattages qui sont roses et clairs. Donc, je poursuis donc sur les grands enjeux politiques. Donc, on va revenir aussi sur ce qu'on a dit tout à l'heure avec le transport. Un point tout d'abord sur la politique agricole commune, donc qui est en gros les aides à l'agriculture, les aides publiques à l'agriculture en Europe. Le veau de boucherie n'a pas historiquement de soutien spécifique. Donc, on n'a pas d'aide, ce qu'on appelle des aides couplées, c'est-à-dire un paiement qui est dédié qui va être versé à l'agriculteur pour chaque tête de veau, chaque place de veau qu'il va avoir sur son élevage. On peut avoir des subventions qui vont être des subventions à l'investissement, notamment quand il va y avoir construction d'un bâtiment, mais les règles pour ces subventions ne sont même pas décidées au niveau des États membres de l'Union européenne, mais au niveau des régions. Donc, ça veut dire que les subventions et les exigences pour toucher ces subventions ne vont pas forcément être les mêmes en Pays de la Loire ou en Bretagne ou en Nouvelle-Aquitaine. Mais globalement, on voit qu'on peut atteindre de 25 à 40% de subventions sur un nouveau bâtiment de veau. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'on a un paiement de base dans la PAC en Europe qui est basé sur des références historiques, donc qui étaient les références de revenus par hectare, et qui du coup fait que historiquement la production de veau était une production à forte valeur ajoutée. Donc le paiement de base pour les éleveurs de veaux qui ont des terres va être un peu plus élevé que pour d'autres éleveurs. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de disparaître puisqu'on cherche à avoir une convergence des aides de base. Pourquoi ? Pour se mettre en fait en conformité avec les règlements de l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire on donne la même somme pour chaque hectare sur tout le territoire. Donc ça, c'est des choses qui sont de moins en moins vraies aujourd'hui. Et puis, en revanche, pour le côté veau sous la mer, là, on a une aide couplée au veau sous la mer, donc qui est autour de 60 à 65 euros par veau, qui dépend aussi si le veau va être labellisé avec un label rouge ou une IGP, ou pas labellisé, juste produit sous la mer. Mais en gros, qui dépendait autrefois et qui ne dépend plus maintenant, pardon. Mais en gros, on a une aide par tête élevée de veau sous la mer. Et puis, s'ajoute là-dessus, bien sûr, l'aide à la vache présente, donc vache laitière et vache allaitante, qui ont également une prime de la politique agricole commune en France. Si on parle des Pays-Bas, il n'y a aucune aide couplée aux Pays-Bas. Donc, quelle que soit la production qu'on fait aux Pays-Bas, on n'a pas d'aide spécifique pour certains systèmes ou certaines productions. C'est la même chose pour tout le monde. Et si je peux me permettre, Maximin, en fait, l'aide couplée qu'il y a sur le veau sous la mer en France, c'est parce qu'en fait, c'est un produit de qualité. Le veau sous la mer, en général, il est associé à un label de qualité et donc à des contraintes de production. Et c'est donc à ce titre-là qu'il reçoit une aide, ce qui n'est pas le cas du veau de boucherie classique en France, quoi. Exactement. Donc, niveau aide, on n'est pas aidé sur le veau de boucherie qui représente donc 90% de la production de veau en France. Donc, la majorité des producteurs de veau ne sont pas aidés pour cette production. Ils ont des vaches laitières à côté, ils sont aidés pour les vaches laitières, par exemple. Niveau réglementation donc, et transport, puisque vous l'avez bien noté, le veau va naître dans une ferme laitière et peut être engraissé dans un atelier d'engraissement qui va être un atelier d'engraissement de veau ou alors partir en Espagne. Aujourd'hui, la réglementation de transport autorise, comme on vous l'a dit tout à l'heure, 9 heures de transport, puis 1 heure de pause avec de l'eau, puis à nouveau 9 heures de transport. Et puis après, au bout de ces 19 heures, il doit y avoir un déchargement, puis 24 heures de pause. Donc, ça permet quand même d'atteindre l'Espagne depuis la Bretagne, on va dire. Donc, depuis nos bassins laitiers vers l'Espagne, 19 heures de transport, c'est suffisant. Les veaux qui sont engraissés en France, en moyenne, vont faire à peu près 300 km. Donc, c'est largement fait en moins de 9 heures. Et aujourd'hui, par contre, on a des choses qui vont être un gros défi pour la filière veau et aussi pour les bovins les veaux qui partent à l'export, c'est la réflexion sur le bien-être animal, l'évolution de la réglementation bien-être animal en Europe. Donc, dans les choses qui se discutent, c'est tout d'abord un report de l'âge minimum au départ de la ferme laitière. Aujourd'hui, les animaux doivent être âgés de 14 jours pour pouvoir partir. On passerait à 28, voire 35 jours. Donc, ça veut dire aussi des surcoûts côté éleveur laitier pour garder les animaux plus longtemps. Une durée maximum de transport qui pourrait être de 8 heures. Donc, ça, c'est des propositions. Voire même 8 heures entrecoupées d'une pause où les animaux n'ont pas forcément que de l'eau, mais de l'aliment lacté, etc., du fourrage, donc qui va largement compliquer le transport de ces animaux. Mais tout ça, c'est des propositions qui ont été faites aujourd'hui et qui sont encore aux discussions. Et en Europe, c'est toujours très long de se mettre d'accord.
puisqu'il y a des discussions à avoir entre la Commission européenne, donc l'exécutif européen, le Parlement, les États membres qui sont représentés au sein du Conseil européen, et puis tout ça se base sur un avis de l'autorité sanitaire européenne, l'EFSA, et sur des consultations publiques. Donc le public et les associations et aussi les syndicats d'éleveurs font remonter des observations sur un avis de l'autorité sanitaire européenne, et puis derrière, il va y avoir des négociations entre États, en trilogue, on dit, donc entre la Commission, le Parlement et les États membres, pour faire évoluer cette réglementation. Il y a une chose quand même sur laquelle on a un petit retour d'expérience, c'est qu'en Allemagne, ils ont depuis le 1er janvier reporté l'âge minimum au transport, donc au départ de la ferme laitière, à 28 jours. Et en fait, les Allemands envoient beaucoup de veaux laitiers vers les Pays-Bas pour faire de la production de veaux de boucherie aux Pays-Bas. Et ce report de l'âge minimum, en gros, hein, en quelques mots, ce qu'on a pu lire dans la presse néerlandaise, c'est que les animaux arrivaient plus gros, plus chers aussi, même si les éleveurs laitiers disent que ça ne couvre pas les surcoûts. Moins homogènes, on a des animaux qui vont avoir beaucoup plus grossi. Et puis, on a aussi des questions techniques de gestion de transition alimentaire quand on passe d'un distributeur automatique de lait, un DAL en ferme laitière, à une distribution d'aliments 2 fois par jour en engraissement. On a des transitions alimentaires qui vont être un peu plus techniques à gérer. Donc, ça va aussi demander une adaptation au-delà du seul transport. Et puis, surtout, au niveau du transport, on réduit le nombre de veaux dans chaque camion puisqu'ils sont plus gros, quoi. Un petit point sur les enjeux, après ces enjeux politiques, quelles sont les perspectives et quels sont les défis qui vont se poser aux différentes filières de production de veau en Europe. Donc en France, le gros défi, ça va être de maintenir le potentiel. C'est ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire qu'avant, quand on avait un petit éleveur de 150-200 places qui arrêtait, on avait souvent un atelier plus grand qui se construisait et qui permettait de conserver à peu près la production de veaux et le nombre de places. Là, depuis 1 an ou 2, on est quand même clairement sur une pente descendante en termes de têtes abattues et ça risque de poser des soucis au niveau de la production. Donc le gros défi français, ça va être de continuer à produire du veau et maintenir la production à son niveau actuel ou proche. Un petit point, donc après avoir vu la France, sur la filière veau aux Pays-Bas, donc comme je vous l'ai dit, qui est la première filière de production de veau en Europe. Les Pays-Bas, c'est tout petit, c'est moins de 2 millions d'hectares, et puis c'est des très très gros producteurs, notamment de produits animaux. Et ce qui se passe derrière, donc, c'est qu'on a des émissions d'azote qui vont être très élevées, que ce soit des nitrates ou de l'ammoniac. Et puis en 2019, la Haute Cour de justice néerlandaise a condamné l'État néerlandais pour non-respect de ses engagements en termes environnementaux et non-respect notamment des directives nitrates européennes. Et ce qui s'est passé, c'est que suite à ça, on a bloqué tous les nouveaux projets qui augmentent les émissions d'azote. Et ça veut dire, par exemple, qu'une autoroute qu'on va construire, il va y avoir des émissions d'azote associées à cette construction. Et aujourd'hui, c'est des choses qui sont bloquées. Ils sont passés, par exemple, la réglementation de vitesse sur l'autoroute de 130 km/h à 100 km/h pour réduire ces émissions-là. Et aujourd'hui, on a même des constructions d'immeubles qui sont bloquées parce qu'on n'a pas le droit de faire de nouveaux projets qui vont augmenter les émissions d'azote à l'échelle du pays, à l'échelle des Pays-Bas. Et pour répondre à cet enjeu, il y a un plan de réduction des émissions d'azote liées à l'élevage qui a été mis en place, qui a été proposé par le gouvernement, avec la volonté de réduire potentiellement de 30% les élevages. Donc, on attend des plans qui doivent être déclinés par région pour le printemps 2023, sachant que le printemps 2023 débute et que c'est toujours assez tendu là-dessus aux Pays-Bas. On a eu de fortes tensions politiques et suite à l'annonce de ces plans de réduction des émissions d'azote, notamment par l'élevage, il y a eu un mouvement politique qui a été créé, qui est en réaction donc, contre cette politique et qui a remporté les élections provinciales il y a 3 semaines de ça et qui risque d'être bientôt la première force politique au Sénat néerlandais. Donc, potentiellement, une forte opposition à ces choses-là. Et donc, est-ce qu'on va aller plutôt vers une réduction du nombre d'élevages ou plutôt vers des solutions technologiques, donc de captage de l'air en sortie de bâtiment pour fixer l'ammoniac, pour faire de l'ammoniac industriel? Comment ils vont s'en sortir de cette situation? Aujourd'hui, c'est quand même le gros défi auquel ils ont à répondre aux Pays-Bas. Après, ce qu'on peut constater quand même historiquement, c'est que les Néerlandais sont des gens qui savent très bien s'adapter et la filière veau, notamment aux Pays-Bas, a déjà par le passé prouvé sa résilience et montré qu'elle savait s'adapter à un environnement changeant. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelques questions sur ces enjeux politiques pour les filières veau France, Pays-Bas et voire Europe.
En attendant d'avoir une question, le mouvement citoyen BBB, là, c'est pour Blanc-Bleu Belge, c'est bien ça? Non, c'est... Alors, je ne parle pas néerlandais, mais en gros, ça veut dire mouvement paysan citoyen, quoi. En même temps, les Français aiment toujours consommer de la viande, ils aiment le veau aussi, donc en manger. Donc voilà, tout n'est pas perdu, on va dire. Mais c'est vrai que si le coût de production venait à exploser à cause de normes nouvelles, ben ouais, on n'est pas sûr que le veau de boucherie reste une production phare comme elle est aujourd'hui en France, quoi. Peut-être qu'elle sera obligée de décliner. Bon, ben, merci beaucoup, Ilona et Maximin. C'est malheureusement tout le temps que nous avons pour la présentation, là, qui était excellente, soit du temps passant. Alors, merci beaucoup et on garde contact. Merci à vous pour Très l'invitation. bien. Merci également, oui, pour cette invitation. Voilà. Et puis, j'enverrai une petite question